passer la parole à notre ami Hans Lagroen, néerlandais, mais qui parle français, qui a travaillé à l'OCDE il y a longtemps, mais qui en a gardé notre langue et qui va faire un exposé. Je vais vous le passer pour qu'il vous dise des choses. Bon, il va savoir que je suis très heureux et très honoré d'être invité par vous dans ce cercle, ce collectif de climato-réalistes. J'ai suivi le débat ici en France déjà depuis une dizaine d'années. Et il y avait un grand météorologue français, grand dans le sens métaphorique, c'était Marcel Leroux, qui était un des seuls, peut-être le seul météorologue en France qui était climato-sceptique. Et puis, il y avait Claude Allègre, aussi climato-sceptique. Mais j'étais toujours surpris que dans ce pays, où on a des discussions sur toutes sortes de choses, et des discussions très élevées, mais pas sur le climat. Ce n'est pas français, à mon avis. Alors, j'ai préparé une présentation très simple. Une présentation qui va être accessible aux non-experts. Et cette présentation s'appelle Catastrophe climatique en attendant Godot. Peut-être il y a encore des gens qui se souviennent de cette pièce de théâtre de Samuel Beckett en attendant Godot. Il y a deux personnes sur une terrasse ensoleillée qui ont une longue conversation très intellectuelle, très intéressante, mais ils en fait attendent leur ami Godot. Mais pendant toute la pièce, Godot ne vient pas. Et vous comprenez la métaphore. Ce que tout le monde sait, parce que c'est ça que vous pouvez lire dans les médias tous les jours pratiquement, et maintenant même plus. L'augmentation de la température mondiale s'accélère. Cela est dû aux émissions humaines de CO2. Le niveau de la mer augmente à un rythme alarmant. Les roquilles de l'Arctique et de l'Antarctique sont en train de fondre rapidement. Il y a un déclin dramatique de la biodiversité à cause du réchauffement de la planète. La fréquence des événements météorologiques extrêmes augmente et les ours polaires sont menacés d'extinction. Les pays en développement sont les plus touchés par le changement climatique et tous les scientifiques sont d'accord. Tout le monde ici sait que ça, c'est le mantra des climato-alarmistes. Et maintenant, les faits. Pas de théorie, pas de science, seulement le mantra et les faits. Voilà, ça c'est une courbe qui suggère qu'il y a une augmentation assez alarmante. C'était une courbe qui a été publiée dans le rapport dernier, mais l'avant-rapport dernier du CIEC, qui s'appelait Assessment Report No. 4. Et là, vous voyez qu'il y a une sorte de suggestion que l'augmentation de la température ne cesse pas de s'augmenter. Bon, mais ici, dans le cercle rouge, on a un peu dissimulé le développement plus récent de la température.
Et c'est ça, de mesure par le satellite, par Christie et Spencer, qui nous montre qu'il y a en fait une sorte de plateau du réchauffement dans les 20 dernières années. Alors, c'est un peu bizarre qu'on fait une comédie, une charade sur un phénomène qui s'est arrêté il y a 18 ans, n'est-ce pas? Bon, est-ce qu'il y a un lien, une corrélation entre le CO2 et la température? Voilà la température globale pendant une période de 600 millions d'années. Et ici, vous verrez le CO2. Et il est clair qu'il y a une corrélation très étroite entre les deux. Vous le voyez, n'est-ce pas? Alors, les faits contredisent l'alarmisme. Puis, on a une graphique qui est très connue. C'est le graphique qui donne le CO2, la concentration de CO2, et aussi la température. Et c'est ça, c'est le prix du Ice Core, de la glace de Vostok, pour une période de 420 000 années. Et là, vous voyez une sorte de pas de deux. C'est une graphique qui est très convaincante et qui est aussi montrée par Al Gore, avec ce truc pour lui lever. Et il a dit que c'est clair qu'il y a un lien entre le CO2 et la température. Mais le problème avec ce graphique est qu'il y a que ce graphique n'a pas suffisamment de résolution. On ne peut pas voir ici que le CO2 suive la température au lieu d'inversement. Alors, ça donne alors le résultat que, à cause du fait que l'eau qui est un peu plus chaude qu'avant ne contient pas aussi autant de CO2 que l'eau qui est froide. Alors, en anglais, on dit degasification of the oceans, alors dégasification des océans. À cause de cela, il vient plus de CO2 dans l'atmosphère qu'avant. Alors, la causalité est précisément l'inverse qu'on vous suggère. Bon, mais pourquoi nous croyons qu'il y a quand même une corrélation et même une causalité entre la température et le CO2? C'est pourquoi la raison est qu'on ne nous montre pas toute l'image du développement de ces deux phénomènes. Et voilà, vous verrez qu'il y a quand même une corrélation étroite entre les deux pendant cette période restreinte, mais pendant les autres périodes, il n'y a pas cette corrélation. C'est-à-dire, il n'est pas vraisemblable qu'il y a une causalité. Le modèle nous donne cette courbe moyenne pour le réchauffement dans l'avenir, tandis que les mesures nous donnent cette courbe. C'est-à-dire qu'il y a une différence, une divergence entre les deux
dans les années récentes, depuis le début de ce siècle. Alors, si le modèle ne fonctionne pas, la conclusion doit être qu'il faut maintenir le modèle et il ne faut pas faire attention à la réalité. C'est-à-dire, ça c'est la méthode du siècle. Mais naturellement, nous savons tous qu'il faut toujours des observations pour prouver le modèle et pas l'inverse. Puis, ça c'est une graphique qui est très difficile à comprendre. Cette tache rouge représente une tendance pendant plusieurs années, une tendance de réchauffement près de l'équateur à une hauteur d'environ 12 ou 10 km. C'est une tendance de réchauffement qui suit de tous les modèles climatiques. C'est ça que les modèles nous disent. Mais il y a aussi des observations. Et dans les observations, on ne voit pas cette tendance de réchauffement à l'équateur et à un niveau d'environ 10 km. Alors là, il y a aussi une divergence très claire entre la théorie, les modèles, l'état de sciences climatiques et les vraies données, les vraies observations. Puis, on dit toujours qu'il y a une accélération de l'élevage du niveau de la mer. Et ici, voici, il y a les observations. Alors, on voit quand même une augmentation du niveau de la mer, mais c'est une augmentation linéaire. Il n'y a pas d'accélération. Et si la thèse du réchauffement de la Terre anthropique est vraie, il aurait dû avoir une accélération dans les années 50. Alors, il aurait dû avoir une courbe plus verticale qu'ici. Oui. Toujours cette histoire des banquises. La superficie des banquises de l'Arctique et l'Antarctique. Et voilà les données pendant une période de quelques dizaines d'années. Et on voit qu'il n'y a pratiquement pas de déclin. C'est aussi une ligne assez plate, assez horizontale. Alors, pas de souci. S'il vous plaît. Oui. La courbe rouge et la courbe bleue, c'est quoi respectivement? La courbe rouge, je crois que ça, c'est seulement une des banquises. Peut-être le nord ou le sud. Et là, ce sont les deux. Non, c'est le total des deux. Total des deux. Superficie totale. Et en rouge, c'est l'écart à la mesure. Voilà. Les extrêmes. Il a fait un rapport spécial du siècle sur les phénomènes extrêmes. Et ce rapport s'appelle SREX. Et dans ce rapport, il y a plusieurs chapitres. Et un des chapitres s'agit de hurricanes par décennie. Et voilà, on a vraiment un déclin très
surprenant des Hurricanes. Aussi, totalement contraire à ce qu'on a entendu beaucoup des alarmistes. Vous avez d'accord des tremblements de terre aussi? Non. C'est très difficile pour moi. Voilà, biodiversité. Vous savez tous que la biodiversité dans les pays plus chauds est plus grande que sur l'Antarctique et sur l'Arctique. Alors le réchauffement climatique est bon pour la biodiversité. La biodiversité dans les tropiques est infiniment plus grande que dans les régions polaires. Les ours polaires sont-ils en danger? Non, parce que la population des ours polaires en 1965 était environ 10 000 et maintenant, ou plus tard, la population est environ 20 000 jusqu'à 25 000. Il est un peu exagéré peut-être de le dire, mais il se multiplie comme les ardents. Avec la flèche de l'ordinateur, c'est plus calme. Alors, les modèles ont leurs limites, n'est-ce pas? Ils ne représentent pas la réalité. Et la grande majorité des modélisateurs, ils ont l'avis que les modèles climatiques globaux ne sont pas encore capables de produire des prédictions fiables. C'est le résultat de sondages parmi les scientifiques. Et on ne le sait pas parce que les médias ne rapportent jamais cette position de modèleur même. Alors, les experts. Et selon tous les climatologues, il n'est pas encore, point d'interrogation, possible de faire des prédictions fiables régionales sur la base de modèles climatiques globaux. Alors, on entend toujours que les pays en voie de développement sont les plus touchés par le réchauffement qui s'est arrêté il y a 18 ans. Mais il n'y a pas de base scientifique pour cette thèse. Tous les scientifiques sont d'accord? Non, ils ne le sont pas. Global Warming Petition Project, c'était une pétition contre l'hypothèse RGA, réchauffement global anthropique, et cette pétition a eu plus de 31 000 signatures. Alors c'est vraiment un grand nombre de scientifiques. Et il y a encore un US Senate Minority Report. C'est Mark Morano qui a fait ce film, qui a été montré hier. Mark Morano était aussi à la base de cette initiative et a fait une liste de plus de 1000 scientifiques internationaux qualifiés qui rejettent l'hypothèse de l'effet de serre anthropique. Je ne suis pas un scientifique, je suis qu'un simple économiste.
Alors, je ne suis pas dans la position de juger les résultats, les études des scientifiques. Mais j'ai quand même une impression personnelle. Et voilà. Bon. Il y a encore quelques aspects très intéressants, très importants, qui sont pratiquement jamais traités dans la discussion entre climato-sceptiques. Et ce sont les aspects politiques, économiques et sociaux. L'Europe est prise dans un mini-Kyoto, parce que les Américains n'approuvera pas la politique climatique de l'Obama. Et les autres grandes régions, pays, la Chine, l'Inde, la Russie, soupçonnent que l'Occident tente de bloquer leur rattrapage économique et en utilisant des mesures contraignantes liées au climat. Et en outre, les pays pauvres veulent que la politique énergique soit limitée par les pays riches dont les citoyens émettent 5 fois plus de CO2 par habitant que ceux des pays pauvres. Et ils le regardent, ils le considèrent comme un colonialisme climatique. Il y avait une conférence très importante, une conférence clé de l'ONU à Copenhague en 2009. La conférence ici, maintenant, à Paris, est une sorte de successeur de cette conférence clé. Mais à cette conférence à Copenhague, le but était d'arriver à un accord sur un successeur au protocole de Kyoto. Et cela n'a pas réussi. Cela veut dire que le fils de Kyoto est précocement avorté. La conférence suivante, notamment à Cancun et Durban, etc., ont également échoué. Selon les modèles climatiques, le refroidissement net de toutes les mesures proposées ne représentera que 0,17 degrés Celsius en 2100, oui, un chiffre qui est dérisoire et indétectable. Et ça, vous ne le trouvez pas dans les journaux. Mais c'est quand même très intéressant parce qu'il faut toujours appliquer méthode coût-bénéfice. Et là, on voit que les coûts sont énormes, quelque chose comme 1 milliard par an, non, par jour, 1 milliard de dollars par jour, et les résultats sera 0,17 degrés. Bon, conférence à Paris, c'est vrai, on peut se mettre d'accord sur des propositions, mais ils ne sont pas obligatoires. Les écologistes sûrement déploreront le résultat, mais aussi les climato-réalistes, parce que les climato-réalistes sont dit que ça ne sert à rien. Bon, je pourrais aussi traiter la politique européenne, mais c'est un peu trop peut-être, et c'est pourquoi je voudrais finir avec 2 choses. Ça, c'est un exemple d'un bon blog quotidien, et là, vous voyez notre orateur qui n'est pas venu malheureusement, Philippe Ferrier, qui a été licencié parce qu'il a dit la vérité dans le pays de l'expression libre, dans le pays de Voltaire. Alors, ce n'est pas très charmant. Et finalement, c'est un bouquin qui a été publié il y a 11 ans, alors avant la fondation du collectif des climato-réalistes, 2004, et le titre de ce livre est Man-Made Global Warming, Unraveling a Dogma,
Et là, nous sommes déjà commencés aux Pays-Bas avec nos activités de climato-réalistes ou climato-sceptiques. Alors, je suis très fier que Martin Durden, producteur du film La Grande Escroquerie du réchauffement mondial, The Great Global Warming Swindle, a mentionné, a qualifié ce bouquin comme le Bible de sa production. Alors je vous remercie beaucoup. Merci Ange. La salle appelle des questions posées. Tous ensemble. Bonjour, vous avez dit que la cause du réchauffement climatique n'était pas l'augmentation de CO2, mais l'inverse. C'était l'augmentation. Non, pardon, vous avez dit que c'était la cause du réchauffement climatique était due, qu'il y avait une augmentation des températures qui causait l'augmentation de CO2. C'est ce que vous avez dit. Vous avez donné une cause qui est que les océans dégagent des gaz, notamment vrai au niveau de l'Équateur. Est-ce que vous pourriez préciser un peu comment se passe cette cause? Et peut-être qu'il y a aussi une autre cause que vous n'avez pas citée, et qui est importante aussi dans ce phénomène, qui est que une partie de la matière organique qui se trouve dans les sols dégage du CO2 avec la température. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez citer, enfin, expliciter un peu les deux causes qui sont en contradiction totale avec le politiquement correct? Oui, il y a beaucoup de causes pour le changement climatique. Comme je vous ai dit, je suis un simple économiste et dans le cours de notre conférence, il y a beaucoup de scientifiques qui peuvent expliquer quelles sont les causes pour le changement climatique. Il n'y a pas seulement le réchauffement, mais il y a aussi le refroidissement, CO2 pour la plupart des climato-sceptiques, climato-réalistes, pour la plupart le CO2 joue un certain rôle, mais parmi une multitude d'autres causes. Il est très difficile d'attribuer le changement climatique à des causes isolées. Il faut prendre toutes les causes ensemble, mais à ce moment-là, le problème de l'attribution est très difficile à résoudre. Alors, je suppose que la réponse à votre question sera donnée dans le cours de notre conférence. Peut-être, vous m'entendez? Oui. Donc peut-être une question, est-ce que quelqu'un, vous êtes économiste, donc est-ce que vous avez chiffré le prix du dixième de degré en milliards de dollars? Ah oui, c'est infiniment, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un milliard de dollars par jour maintenant que ça coûte toutes les mesures climatiques que l'Ouest prend tous les jours. Et le résultat est vraiment minime. On ne peut pas détecter un effet de refroidissement de toutes ces mesures avec un thermomètre normal. Alors, pour un économiste, une politique pareille est un cauchemar. Cette question? Alors, j'aurais plusieurs questions. D'abord, à l'économiste, est-ce que vous avez chiffré, j'allais dire, la taille économique du lobby qui profite de tout ça? Je pense aux fournisseurs d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, ce qui est très surprenant pour quelqu'un qui connaît, qui s'intéresse même en étant positif sur cette question-là, de dire pourquoi est-ce qu'on ne pense pas au nucléaire, c'est quand même ce qu'il y a de moins cher. Pourquoi est-ce qu'on s'y oppose? Il y a des raisons et je les comprends très bien, mais comme ces raisons valent des milliards,
quelle est la taille du lobby? Alors je sais que les ONG, c'est des milliards que récupèrent les ONG en public relation par des cotisations. Mais il n'y a pas que ça, il y a des acteurs économiques. Les pétroliers, comment, puisqu'ils financent ce lobby-là, comment, j'allais dire, ils s'y retrouvent dans l'affaire? Je pense au pétrole propre, au stockage de CO2. Quelle est la taille économique du lobby qui adore, et puis les scientifiques, parce que c'est comme eux qui décident de la vérité et notamment d'interdire les opinions opposées. Quelle est la taille économique des différents compartiments du lobby économique, Je pense au lobby business, nouvelle énergie, au lobby installer les énergies fossiles qui veulent s'adapter, au lobby scientifique, et éventuellement les ONG et les parasites politiques qui récupèrent tout ça. La taille économique. Oui, il y a plusieurs partis qui soutiennent cette politique climatique. Tout d'abord les gouvernements, il y a les médias, il y a les ONG. Et si on essaie de trouver les chiffres, il est très difficile, mais il y a un chiffre qui peut être représentatif pour toutes ces activités, et c'est les chiffres pour les énergies renouvelables, n'est-ce pas? Comparé avec les autres, les énergies fossiles. Et si on prend le chiffre pour la partie des renouvelables dans notre consommation d'énergie au total, mondial, ce n'est qu'un, je crois, 1%, 2%. Alors c'est très modeste. Mais il y a quand même beaucoup de milliards qui circulent dans cette sphère climato-alarmiste. Et pour cela, je peux vous référer à un website de Joanna Nova qui a fait un rapport sur cela et qui a chiffré toutes les subventions qui vont des gouvernements vers les industries et vers les consultants, etc., etc. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ce sont des montants très impressionnants. Et du point de vue d'un économiste comme moi, c'est du gaspillage pur. Et au niveau scientifique, quelle est la part de la recherche scientifique, j'allais dire, pour son excuse dans le climat? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 10% aujourd'hui? Ça, c'est dans la science, ça ne compte pas, n'est-ce pas? La science n'est pas une démocratie. Il y a 100 scientifiques pour et il y a 5 scientifiques anti. Ça ne va pas dans la science. Dans la science, il faut la preuve. Mais si on prend les publications, par exemple, il y a beaucoup de publications de climato-réalistes ou climato-sceptiques, mais ils ne sont jamais mentionnés dans les médias. Mais il y a une liste Popular Technology, il faut chercher Popular Technology, et il y a une liste avec 1400 publications peer-reviewed de climato-réalistes. C'était pas en sélection la question. Dernière question. Hein, ouais, excusez-moi. On est très minuté. Merci. Une dernière question? Monsieur Chéreau. Juste une remarque. Dans les énergies renouvelables, on trompe souvent les gens en faisant l'amalgame avec l'hydraulique. C'est-à-dire qu'on vous annonce des pourcentages d'énergie renouvelable, mais la grosse part, c'est l'hydraulique. Et tout ça masque la faible part de l'éolien et du soleil. Et on inclut également le biomasse. Et ça, c'est aussi une source d'énergie qui produit autant de CO2 que beaucoup d'autres sources d'énergie. Alors, en fait, c'est une énergie fossile, n'est-ce pas? Mais on le compte, on inclut dans les énergies renouvelables. Merci, c'est très gentil.
à vous. J'espère qu'on a répondu assez rapidement, c'est vrai, aux questions que